Ouais, je t'ai relayé Oui. sur les réseaux par rapport à la Pride trans Green PD. Et je trouvais que c'était extra que dans une ville provinciale belge, il y ait cet événement parce qu'on a tendance à souvent croire que c'est les capitales en fait Oui, qui doivent accueillir ces événements. Ben justement, c'est pour ça que l'idée est surgie Alexandre Jacquet, Aldebastard, en Instagram, qui me disait, qui disait aux personnes du collectif, ouais, ça me saoule, on n'a rien contre les still standing, mais voilà, on a fait beaucoup de still standing pendant la période Covid. Pourquoi est-ce que les maisons arc-en-ciel et tout ça ne font pas de pride physique? Donc pourquoi est-ce que la culture aurait ce privilège-là? Et pourquoi est-ce que des minorités c'est aussi culturel. Qui sont aussi culturelles et qui... Voilà, moi je travaille dans la culture, je travaille au Théâtre de Liège, je suis déjà allé à des still standing. Ben, c'est pas normal que, étant membre de la culture liégeoise, que je ne me sens pas safe pendant que je proteste pour la culture, que à l'avant-dernier still standing que j'ai fait, je me fais pourchasser par 8 mecs qui veulent me lancer des pavés en me disant qu'ils veulent me saigner parce que je suis trans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que je ne me sente pas safe. Donc, il est temps, et c'est ce qu'on s'est dit avec toutes les personnes du collectif, c'est pour une fois en fait, il va être question de nous et que nous on se sente en sécurité et qu'on prenne l'espace public, parce que ce pourquoi on a créé cet événement, c'est et avec le collectif Glue Gang aussi, on s'est dit en fait on va assembler un collectif artistique et un collectif politique. Après, encore une fois, la notion de collectif artistique est politique parce que nous sommes un collectif queer et donc nos existences sont politiques, donc les deux se rejoignent. Donc c'est d'assembler les deux et de se dire ok, on va créer quelque chose. Alors il y avait pas, il y avait quand même du monde par rapport au nombre de likes qu'il y a eu sur Instagram. Bon, c'est vrai, je m'attendais à avoir un peu plus de gens, mais bon, il faisait dégueulasse. Mais il y a eu plein de jeunes. Il y a eu plein de moins de 18 ans qui étaient là, qui revendiquaient leur queerness, qui sont plus queer que moi maintenant à 24 ans, enfin dans leur expression de leur queerness, et juste de voir que pour eux, en fait, parce que nous on n'a pas eu ça quand on était jeunes, de se dire on a notre place, parce que ça allait au-delà du G et du B et du L, c'était juste une communauté qui s'est réunie. Et Mathilde a mis du son, elle a mis l'ambiance, Cyrine et Jérém ont fait un discours aussi. C'était beau, c'était beau. En fait, c'était juste un beau moment historique parce que c'était pas une pride institutionnelle et parce que j'ai vu des personnes trans. Il y a une drague de Paris qui s'est ramenée quand même. Il y a une drague de Paris qui s'est ramenée. Il y avait des mamans, il y avait des papas, il y avait des petits frères, des petites sœurs. C'est ça en fait. Et c'est ça qu'il faut montrer. C'est que il y a l'histoire de Jeff, qui est un jeune homme trans de 17-18 ans, que j'ai rencontré à la manif de 8 mars au Guillemin. Et qui a amené son papa et qui lui a tendu ses papiers avec sa nouvelle identité. Waouh. Waouh. C'est la raison pour laquelle on l'a fait. Ou alors, et il faut encore faire parce que on l'a fait une fois, il y aura une suite. On va en refaire des événements comme ça. Il y a une demande qui est là. Je me rappelle, il y a une fille, j'étais à Franier en secondaire, il y a une fille de Franier que j'avais un peu repérée et elle vient me trouver à un moment donné avec Cyrine et elle nous dit voilà, je suis venue à la place d'un ami à moi qui malheureusement n'est pas assez safe pour venir. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de créer... Rendre ça plus safe. Rendre ça encore et plus que safe. les personnes se sentent devenir... voilà. Toujours plus. Voilà. Plus, ouais. Et la notion d'allié, j'aimerais bien la dire dans cette interview parce que pour moi, quand on est allié, on ne dit pas qu'on a un ami gay ou qu'on connaît quelqu'un. Quand on est allié, on nous défend aussi. Donc si quelqu'un voit une discrimination, on nous défend aussi. Et en fait, je pense que j'ai été un peu
moi je m'attendais à avoir plus d'alliés que ça. Il y a eu beaucoup de personnes concernées, c'est un début. La prochaine étape, c'est d'avoir et les personnes concernées et d'avoir les alliés, d'avoir les personnes qui soutiennent réellement les convictions et nos droits, parce qu'il y a encore des choses où on est dans un système complètement inégal, où une personne séropositive, si elle ne révèle pas à son partenaire qu'elle est séropositive, peut écoper entre 3 mois à 5 ans de prison. Est-ce que c'est normal? Donc si j'ai pas envie de révéler à quelqu'un, parce que je le sens pas, bon bah moi après c'est différent, mais enfin si on n'a pas envie de le révéler, parce que en fait, pourquoi est-ce que c'est à partir du moment où elle est indétectable, pour moi elle n'a pas à les révéler, et il faut que ça change. On n'a pas les PMA pour les personnes trans, on n'a pas la reconnaissance aux yeux de l'état des personnes non binaires, il y a encore pas mal de choses à changer, et ça va changer, et on est là pour ça. Voilà. Le fait aussi que, par exemple, toi et moi, on est toutes les deux malades. Toi, t'es séropositive, et moi, j'ai le lupus et le syndrome de Paris-Runberg. Et toutes les deux, on a des conséquences de nos traitements qui créent une fatigue chronique, aussi des effets secondaires. Par exemple, moi, c'est la vue. Et aussi au niveau de l'humeur, il y a une dépression souvent plus sujette à la dépression ou à des troubles psychiques par le traitement. Et toi, tu en parlais aussi tout à l'heure. Et ce qui me fait parler de ça, c'est qu'en fait, je trouve que la séropositivité est perçue comme c'est de ta faute. Alors que moi, si je dis que j'ai un lupus et que je suis atteinte du syndrome de Paris-Runberg, qui sont des maladies toutes les deux, tu vois, de l'immunité, font que moi, j'aurais une compassion. Alors que toi, je pense qu'on va te regarder comme si, en fait, c'est ton problème, c'est ta faute, garde le truc, quoi, en fait. Tu limite rases les murs, quoi. Ce qui est un peu particulier, en plus, c'est que on ne sait jamais comment... Enfin, quand une personne a ce genre de propos-là avec moi, la personne ne sait pas comment je l'ai attrapé. Donc, déjà, premièrement, pensez plus loin que juste, j'ai pas mis la capote parce que... Le comment du pourquoi, vous ne le savez pas, vous ne le saurez pas, mais... Et c'est personnel aussi. C'est personnel, et il y a des personnes qui l'ont attrapé... Pour moi, personne l'a attrapé en le voulant, déjà. Donc c'est encore... Tu vois, même là, dans la construction de phrase que j'allais dire, c'est... je l'ai pas attrapé en le voulant. Mais en fait, personne, tu vois. Enfin, mais il y a... Oui, c'est le poids d'une maladie honteuse. Parce que on est dans une société où je ne sais pas pourquoi tout est servi sur un plateau d'argent, y compris le sexe, mais pourtant le sexe on n'en parle pas. Et il y a ce poids. En fait, j'ai l'impression que le visage du VIH pour la plupart des gens c'est la mort, c'est la saleté, c'est la maladie. Sauf que le visage du VIH, en fait, c'est la vie. En tout cas, en Europe occidentale, c'est la vie. Parce que 70% des personnes qui ont le VIH sont indétectables et donc sont intransmissibles et ont une espérance de vie quasiment égale à des personnes séronégatives. Elles sont intégrées, on est partout. Mais vous êtes partout, mais en même temps, on vous demande de ne pas le dire. Et en même temps, on nous demande de ne pas exister, ouais. En fait, de ne pas exister. Et en tout cas, de le cacher ou d'en avoir honte. Et ce sentiment-là fait qu'on s'isole. Et fait que je crois qu'autour de moi, oui, je connais des personnes séropositives, mais à certains moments, je me dis que je passe pas assez de temps avec elles. Parce que je sais pas pourquoi, encore une fois, mais je crois que c'est un mécanisme aussi à déconstruire. C'est pourquoi est-ce que de temps en temps je m'empêche de passer du temps avec des personnes séropositives. Et mine de rien, après peut-être que c'est aussi une question de temps et que je bosse beaucoup sur le projet et que je fais ça aussi pour cette personne-là. Et
Et voilà, la semaine passée, j'ai été publié sur AIDS Memorial. Bah, j'ai reçu des messages de maman, d'une mère d'une quarantaine d'années, qui a été diagnostiquée en 2008, qui a eu sa première fille en 2013 et sa deuxième en 2015. Bah, sa famille est séronégative, elle est séropositive, mais elle m'a dit merci pour ton histoire, je vis aussi en Belgique, tu n'es pas seule et nous vivons et nos existences sont belles. Et en fait, moi je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Il faut continuer à faire de la prévention. La prévention, c'est le préservatif, c'est le meilleur moyen de contraception. De contraception et de protection, oui. Bah, tout ça, ça nous fait venir au fait aussi, en fait, parce qu'on n'en parle pas, parce que toute cette année, ça a été fort Covid, et ça, je le comprends, encore une fois, on n'est pas là pour dire, mais tout ce qu'on est en train de dire, c'est aussi qu'en fait, les IST et les MST se sont pas cassés avec... les personnes interagissent encore, et je trouve que c'est aussi... des fois, on a des conversations avec des potes et peut-être parce que moi, j'ai été très tôt sensibilisée à cet aspect de ta santé, que ta santé, c'est important, que ton corps, si tu en prends soin et que tu connais où il en est médicalement, bah, ça va te permettre aussi de savoir quoi lui donner, comment le protéger, etc. Et donc, je disais à des potes que moi, j'ai une intransigeance au niveau de la capote parce que ma sexualité, je l'ai toujours envisagée comme ça avant que que je décide quand je suis avec quelqu'un d'enlever la capote. Il faut qu'on ait fait le test tous les deux. C'est ça. Pour savoir où on en est au niveau des IST. Ouais, voilà. Que c'est assez hypocrite, je trouve, dans notre société parce qu'on est très dans le sexuel, le sexualisé, le côté, oui, on est des corps, donc c'est naturel, c'est comme ça, etc. Mais en même temps, on trouve ça honteux si jamais tu sors la capote. Ouais, ça va casser l'ambiance ou quoi. Alors que, en quoi, en fait, prendre soin de soi ferait que ça casse l'ambiance, en fait. Ou faire le test ensemble serait... c'est ça. En quoi ce serait... donc c'est une hypocrisie de se dire à la fois on veut pas voir les personnes qui ont des IST ou des MST, mais on veut faire comme si de rien n'était. Oui, et je crois qu'aussi chez les hétéros, il y a toujours un peu cette notion où... c'est les autres, c'est pas nous. C'est les autres, c'est pas vous. Et alors que... les derniers chiffres, il y a plus de taux d'infection, c'est 50-50 au niveau du VIH. C'est autant hétéro qu'homo. Parce que la communauté homosexuelle, elle prend la PrEP qui est un traitement préventif du VIH à prendre avant et après chaque rapport. Non, avant chaque rapport, à risque. Parce que la communauté LGBT, elle est aussi au courant de la TPE, qui est un traitement à prendre après rapport à risque qui est fourni à l'hôpital. Les victimes de viol, on leur donne ça. C'est un traitement qui est assez lourd, mais si vous avez eu un rapport à risque, allez à l'hôpital, allez demander la TPE. On vous la donnera. Il y a évidemment... et vous pouvez avoir toutes les infos chez Sidasol. À Liège, il y a un Sidasol. Il y a un centre de référence qui est au Brûle, qui est Godefroy Kurt. Où ce sont des personnes qui travaillent avec des personnes séropositives, qui sont là-dedans, qui ont un bon vocabulaire, qui sont formées. Les structures sont là, il suffit d'y aller. Les infos sont là, il suffit de s'y intéresser, de prendre le temps, parce qu'en fait, quand tu prends du temps pour toi, pour t'y intéresser, bah, le meilleur gain, c'est ta vie. Voilà. Et donc, je trouve que c'est bien aussi de le rappeler pour les personnes qui t'entendront, parce que je trouve qu'on a tendance à stigmatiser, même dans les campagnes de pub en fait.
Oui. Même dans les campagnes de pub, quand on voit les visuels, c'est souvent des personnes racialisées par la société ou alors des personnes homosexuelles. Comme si en fait les personnes trans ne sont pas prévues voilà dans les campagnes. Les personnes Gwyn aussi. Oui. Alors que les IST c'est. Je sais pas si tu as vu un peu en France, il y a eu une polémique avec des dessins pour l'asso Aide. Où il y avait, vu que c'était en dessin, du coup tu voyais une femme trans à qui on mettait à qui sa compagne mettait une capote, mais c'était en dessin quoi. Enfin, et les terres font péter les plombs et on fait retirer ça. Ok. C'était la première fois que pourtant dans une campagne, enfin, déjà de manière générale, les personnes trans sont très invisibilisées. Ouais. Pourtant, ils ont une espérance de vie qui est beaucoup moindre parce que énormément d'agressions et de suicides. Un taux de suicide 7 fois plus élevé que les personnes cisgenres. On est invisibilisé par la société de manière générale. On l'est aussi par notre propre communauté et la plupart du temps par des institutions. Moi, je vois le switch. Hein. Moi, j'ai un esprit assez analytique et donc je vois un peu où sont les différences. Où est ma différence de privilège. J'ai vu ma différence de privilège entre personnes VIH et personnes... personnes séronégatives et personnes séropositives. Et là, je la vois en tant que personne trans, fort. Et par exemple, je n'ai jamais vu une campagne de lutte contre le VIH avec une personne trans dedans. Jamais. Jamais. Alors qu'il y a quand même un taux élevé de personnes trans qui ont le VIH. Et ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Et comprendre le pourquoi fera en sorte que on saura aider aussi ces personnes-là. Je pense que c'est aussi lié à la précarité. Moi, je pense que oui. Aussi à la sexualisation qui est très paradoxale parce qu'on dit que c'est pas naturel, mais en même temps, ça suscite beaucoup de fantasmes et donc du coup, fétichisation. Donc beaucoup, pour pouvoir survivre à la précarité, travailleurs et travailleuses du sexe, du coup. Et donc, qui dit travailleuses et travailleurs du sexe, dit monétisation. Et donc, les personnes qui vont les voir ne veulent pas être protégées. Et donc, du coup, les mettent en danger. Et donc, du coup, ça crée plus de contamination. Mais comme elles sont précaires, elles n'ont pas le luxe de dire non. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est ça. Et donc, c'est encore plus hallucinant de se dire qu'on ne les inclut pas dans les campagnes, dans la protection. C'est ça, parce que... c'est ça. Parce que tout public qui est nié dit public encore plus vulnérable, en fait. Les institutions LGBT, là, en ce moment, c'est que il faut nous inclure. Mais vraiment nous inclure. Pas lâcher le mot ou le mot complet de l'initiale dans une interview. Genre... créer des actions, de l'entraide et de j'ai envie qu'à Liège, j'ai un espace. Ouais. Si quelqu'un nous entend. Qu'on ait un espace pour le collectif où on a ce pouvoir de accueillir des personnes trans, non-binaires, et même juste accueillir des personnes, de les écouter et juste de leur donner de l'oxygène et de leur montrer qu'en fait la personne qu'ils et elles, ou à elles ou elles sont, mérite d'exister, existent, et elles doivent en prendre soin. Elles doivent prendre soin de leur personne. Et surtout, elles sont pas toutes seules. Super manière de conclure cette interview.
Ce qui est aussi important, parce qu'on parle de choses sérieuses, etc., et que je voulais aussi mettre en avant, parce que on a souvent tendance à croire que le fait de résister, le fait de relayer des paroles de personnes qui sont trop souvent dans les zones grises, en fait, des réalités que l'on voit, qu'on estime être valables, mais qui sont là, quoi qu'il arrive, c'est foncièrement être quelqu'un qui en veut aux autres, en fait. Alors qu'en soi, je trouve en tout cas la raison d'être en fait de toutes ces luttes, c'est de dire en fait c'est la vie en fait qui est là, c'est la vie en fait, et ça sert à rien de nous obliger à survivre, parce qu'en fait on vit, on est là, oui. On est là, on survit et ça fait partie de notre vie de survivre, et on reprend notre espace pour vivre. On reprend notre espace pour vivre parce qu'on nous l'a enlevé, c'est tout. Et il est question que de ça, c'est de prendre l'espace, prendre de la place parce qu'on est là, et d'arrêter de penser qu'on n'est pas là. On a toujours été là et on sera toujours là. Et on n'est pas agressif. Merci Nina, c'est trop bien. Franchement, ça me fait super plaisir de t'avoir invité et d'avoir réussi à faire cette interview, parce que, je sais pas, ce que tu partages, la pièce, le collectif, j'étais sur votre site et il y a plein de ressources aussi. Allez-y, je vous le mettrai en description et sur le blog. C'est qu'il y a vraiment plein de ressources. Comment, par exemple, j'ai vu un article, comment est née la Pride et quelle personne représente, si on veut, la continuité des personnes je suis désolée, j'oublie, mais je mettrai les photos et les noms. Sylvia Rivera, voilà. Je mettrai toutes les infos. Et comment, en fait, qui a repris le flambeau et comment ça a évolué, etc. We talk about love. We talk about humanity. We must see the human factor. Our foundation is human, not sex. It is not about us saying to someone else that I accept you or I tolerate you. You do not have the power to accept or tolerate me. I take that from you. You will respect me. C'est ça qui est dommage, c'est de prendre acquisition de ses droits en oubliant celles qui ont majoritairement fait en sorte que ça se passe pour eux. Et voilà, c'est juste se remémorer, comme je te disais tout à l'heure avec les personnes queer, on est là pour se remémorer et ne jamais oublier. Et connaître nos racines, quoi, connaître nos racines, et fleurir, continuer à fleurir. Et c'est ça, et faire de nouveaux bourgeons, faire de nouvelles racines, et faire de nouveaux troncs, et faire de nouveaux jardins. Voilà. Allez, on va vous laisser parce que là, on a déjà très bien parlé. Et encore merci Nina, et on te voit à ta pièce. On se voit en octobre, à la Bovary. En tout cas, moi, je viendrai. Du coup, j'aurai les cheveux blancs. Voilà. Allez, bye. Bisous.